Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine Tolinga Congo, ici à Rupture Télévision et SM Télévision, vos chaînes préférées, vos chaînes sur TNT. Vous nous suivez partout ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, au Congo central, dans le Bandundu, le Grand Bandundu et chez nos voisins du côté de Brazzaville. Vous êtes en train de capter nos chaînes en TNT, SM et Rupture Télévision. Nous vous disons merci et bienvenue dans votre magazine Tolinga Congo. Mais aussi, il faut rappeler à ceux qui nous suivent de partout que nous sommes aussi sur Rascom. Vous nous suivez, il y a la possibilité de nous suivre partout à l'international grâce au satellite Rascom. Nous diffusons aussi sur Bero TV, une application portable sur Google Play. Il y a possibilité de télécharger Bero TV et de là vous allez suivre le programme de Rupture Télévision. Mais aussi nous sommes en direct et en live sur nos comptes YouTube SM Congo Nabiso. Nous sommes en direct et même dans notre chaîne Tolinga Congo TV. Il y a aussi possibilité de nous suivre. Nous demandons à vous tous qui nous suivez de vous abonner dans nos comptes YouTube. Il y a possibilité de nous suivre. Vous pouvez aussi revenir pour suivre notre magazine. Nous vous aimons, nous vous disons merci et bienvenue. C'est un plateau uniquement pour les patriotes, les gens qui aiment le Congo et les gens qui veulent apporter un plus par rapport à leur réflexion dans le subconscient ou même dans le conscient des Congolais. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons tous suivi le rumeur qui circule déjà. Il semblerait dans 2 mois, il peut y avoir remaniement. Donc, Souminois 2 va partir pour laisser la place à Souminois 3. Si alors ça sera toujours Souminois ou alors ça sera un autre premier ministre. Et on ne sait pas, il faudrait parler d'une agitation ou c'est juste quelqu'un. Est-ce que c'est un travail fait d'elle-même ou alors c'est au travers de billets de banque? Je vous lis. Notre consoeur Rachel Kitita, sur son compte Facebook, écrit: le ministre des Finances, Likunde, ferme les circuits de fuite et fait exploser les recettes pétrolières de 4 à 79 milliards de francs congolais par mois. Je prends seulement le chapeau. En lisant ceci, je me suis souvenu. Ici, sur ce plateau, j'avais reçu quelqu'un qui était venu parler du secteur pétrolier et inventer les exploits du ministre de l'économie, le docteur Moukoko Samba. Alors, je suis un peu perdu. En tant que journaliste, je voudrais tirer les choses au clair. Qui a raison et qui a tort? Je ne suis pas là. Mais qui fait le travail et qui ne le fait pas? Puisque j'ai déjà fait une émission sur le secteur pétrolier où l'invité a présenté, a démontré, a présenté les exploits du secteur pétrolier fait par le ministre Moukoko Samba. Alors je suis un peu perdu. En tant que journaliste, j'ai encore invité le monsieur pour essayer un peu de confronter les idées, savoir qui a raison ou qui a tort, entre guillemets, mais nous ne sommes pas dans cet objectif-là. Nous voulons savoir, en fait, entre le ministère de l'économie et le ministère des Finances, qui au juste met sur terrain la politique pouvant amener des recettes dans le trésor public. Il y a la mobilisation de recettes, donc il y a une politique pour mobiliser des recettes et il y a une autre politique pour gérer les recettes. Entre les deux, qui travaillent? Au regard de ces chapeaux, les ministres des Finances ferme les circuits de fuite et fait exploser les recettes pétrolières de 4 à 79 milliards de francs congolais par mois. Cité Rachel Kitita. Sur ce plateau, j'ai avec moi l'analyste Narcisse. C'est avec lui
que nous avons parlé de ces domaines, de ces secteurs pétroliers. Je l'ai ramené encore sur ce plateau pour qu'il nous donne des éclaircissements. Qui a fermé les circuits des fuites et qui a fait exploser les recettes dans le secteur pétrolier? Narcisse, bienvenue et bonjour. Bonjour Jean-Serge. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que vous l'avez si bien souligné. Ce n'est pas la première fois, j'ai l'habitude de passer sur ce plateau. Et donc, vous avez bien fait de vous souvenir de l'émission que nous avons tournée le D autour de cette question liée au secteur pétrolier. Aujourd'hui, je suis venu, je répondis rapidement à cette invitation parce que je pars du principe que les valeurs doivent en tout cas conduire les décisions, les actes que nous posons, mais également les actions que nous menons en tant que citoyens d'un pays qui s'appelle République démocratique du Congo. Et quand on vit dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo, on est censé faire preuve des principes démocratiques, mais également de faire preuve tout simplement des valeurs républicaines qui mettent en avant également l'honnêteté dans l'action publique ou dans les analyses que nous sommes censés apporter pour amener en tout cas les gens qui nous suivent, les compatriotes, de mieux comprendre ce qui se passe. Ici, il est question, comme vous l'avez si bien dit, d'une rumeur. Moi je ne l'appellerai pas une rumeur, je parlerai d'une information. C'est une information qui a été publiée, portée à la place publique par votre consoeur, vous l'avez cité, Rachel Kisita, via sa plateforme Facebook. Et cette information donne, pour résumer, la paternité de cette prouesse. Cette prouesse, elle existe, elle est réelle. Et c'est même extraordinaire, mais cette prouesse, sa paternité est donnée au ministre de l'économie, même pas au gouvernement, mais au ministre de l'économie, entre guillemets, par rapport aux réformes qu'il aurait menées, qui ont conduit à cette prouesse. Alors que cette information, je vous la confirme ici, c'est une information qui est fausse. Parce que la paternité de cette prouesse doit être les mérites d'un autre ministère, et c'est donc en l'occurrence les ministères de l'économie. Et donc, je vais vous prouver à travers mon analyse que ces mérites, et bel et bien, c'est lui du ministère de l'économie. Mais j'aimerais quand même insister sur un point, Jean-Serge. Vous savez, le métier du journalisme est un métier qui travaille sur base des principes qui sont clairs et aussi connus. Entre autres, parmi ces principes-là, figurent les principes de le fait de partager des informations qui sont vraies. L'honnêteté. L'honnêteté. Un journaliste ne peut pas venir passer une information qui n'est pas vraie. Mais comment est-ce que l'on sait que cette information est vraie ou elle est fausse? Mais à travers des recherches, à travers des découpes. En tout cas, il faut aller questionner ici et là pour s'assurer que l'information mise à votre disposition est une information vraie. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il revient également, c'est une responsabilité à ces journalistes, les cas échéants ici, notre sœur Rachel Kisita, de pouvoir diffuser l'information telle qu'elle est, sans pour autant la déformer. Donc, il faut ici appeler, elle est censée faire appel à la rigueur qui lui aurait permis, en tout cas, de diffuser une information vraie, véridique, sans pour autant la déformer. Or, ici, nous sommes dans un cas de figure où notre sœur a diffusé une information qui est tout simplement fausse. Je rappelle ici, pour finir, mon mot introductif, que le gouvernement, entre autres, fustige, lutte aussi contre la désinformation autour, en tout cas, de la place publique. Il est strictement
pas encourageable de laisser passer des informations qui sont fausses, parce que ça rentre dans les cadres de la désinformation, qui manipule ou qui oriente négativement l'opinion des gens, du public, alors que l'information, la vraie, elle est gardée, secrète, et la fausse, elle est mise à la place publique. Merci. Pendant que nous sommes en train de parler sur ce plateau, je crois que James est en train déjà d'illustrer le chapeau de notre consoeur Rachel Kitita. Voilà. La fermeture des circuits de fuite propulse leurs recettes pétrolières à des niveaux historiques en RDC. Recettes 4 milliards de francs congolais par mois, janvier, juillet 2025, 79 milliards de dollars par mois, août-décembre 2025. Résultat, faire des exonérations, plus de transparence, plus de recettes sur le peuple, de 4 milliards à 79 milliards par mois. La réforme pétrolière qui change la donne sous Doudou Fouama. Alors, nous avons lu, c'est notre consoeur Rachel. Vous pouvez, merci beaucoup James, vous pouvez voir ces chapeaux. Vous tapez Rachel Kitita Ndongo, c'est sur son compte Facebook, vous allez voir ce qu'il a écrit. Alors, je reviens à vous. Quelque part là, il finit par dire les réformes pétrolières aux charges qui changent la donne sous Doudou Fouama. Donc, en quelque sorte, on peut dire que le mérite revient aujourd'hui au ministre des Finances, alors que, une fois moi, je vous ai réussi sur ces plateaux où vous avez parlé des réformes que le ministre de l'économie avait déjà opéré dans ce secteur-là. Aujourd'hui, on dit que c'est sous Doudou Fouama qu'on a ces réformes. Que dites-vous? Je dis que c'est une information fausse. Je la répète ici, c'est une information fausse. Et donc, à ce concert-là, je suis même prêt à lancer un défi à Rachel Kitita, si elle est prête, si elle estime qu'elle a des informations sur lesquelles elle s'est basée pour diffuser une telle affirmation, je suis prêt moi à débattre avec elle pour qu'elle prouve à l'opinion publique, aux Congolais qui nous suivent, aux autorités qui nous suivent, que c'est qu'elle avance comme information est une information vraie. Moi, je vous dis que c'est une information fausse. Et je vais l'expliquer. Je vais la démontrer. Jean-Serge, je commencerai d'abord par aider les gens qui nous suivent à comprendre les rôles de chaque ministère. En l'occurrence, ici, on parle du ministère des Finances. On parle également du ministère de l'économie. Je pourrais même rajouter le ministère des hydrocarbures, parce qu'on est quand même dans un secteur où les hydrocarbures jouent aussi un rôle clé. C'est quoi le rôle du ministère de l'économie, Jean-Serge? Le ministère de l'économie joue les rôles du patron du marché. Le patron du marché définit ici les règles qui régissent le fonctionnement de ces marchés. Notamment, il gère les questions liées au prix. Donc, il fixe les prix. Quand on parle de la structure des prix des produits pétroliers, ce n'est pas les ministres des Finances qui gèrent, qui décident, qui définissent cela. C'est les ministres de l'économie. En l'occurrence, ici, Daniel Mukoko Samba. Mais ici, on dit sous l'impulsion. Donc, le ministère des Finances peut donner aussi l'impulsion. Non. Cela démontre que c'est une information qui n'est pas vraie. Je suis en train de vous définir le rôle, Jean-Serge, des différents ministres. Je vais arriver au rôle du ministre également des Finances. Je le disais tantôt ici, les ministères de l'économie régulent les marchés. Comment? Ils les régulent en gérant les questions liées au prix, structure des prix. Ici, on parle d'un secteur bien précis du pétrole. La structure des prix des produits pétroliers n'est pas définie, n'est pas régulée par les ministres des Finances. C'est des ministres de l'économie. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et les documents qui régissent en tout cas les fonctionnements de chaque ministère les prouveront.
Ça, c'est la première des choses. Mais également, il s'occupe des questions qui gèrent également les questions liées aux taxes. Ouais. C'est le ministère de l'économie, ce n'est pas le ministère des finances. Mais également, comme je l'ai dit, il définit des cadres réglementaires d'une manière générale qui régissent en tout cas les bons fonctionnements de ces secteurs de l'économie. Entre autres sous-secteurs figurent les secteurs du pétrole. On est d'abord là, c'est la première des choses. Maintenant, en gros, ça voudrait dire, entre autres, le Cojon Serge, c'est que le ministre de l'économie ou les ministères de l'économie, il a la charge de mettre en place des politiques qui permettent à l'État de générer des revenus, de générer des recettes. Ça, c'est un rôle, c'est une responsabilité du ministère de l'économie. C'est pas pour rien lorsque les prix augmentent ici. Les prix du sac de riz, les bidons d'huile augmentent. On tire sur le ministère de l'économie parce que c'est sa responsabilité de définir les prix, vous comprenez, qui permettent aux gens de commercer au sein du marché. Maintenant, c'est quoi le rôle du ministre du ministère des Finances? C'est lui-là ne fait que gérer les recettes mobilisées par l'État. C'est pour cela qu'on l'appelle l'argentier du pays. C'est pour ça qu'on l'appelle les financiers du pays. Mais il peut aussi arriver qu'il constate du côté dans le secteur du ministère de l'économie qu'il y a des failles, il n'y a pas assez de flux d'entrée d'argent, qu'il puisse impulser une politique pour que le ministère de l'économie travaille là-dessus. Je parle du principe que c'est un membre du gouvernement. Un membre du gouvernement, dans un conseil des ministres, apporte également des amendements. Son point de vue par rapport aux réformes, aux propositions des réformes, des actions qui sont censées être menées de manière sectorielle, parce que c'est un conseil de gouvernement qui décide des orientations stratégiques au niveau de l'État. Et donc, à ce titre-là, il a le droit d'émettre un avis. Mais ce n'est pas son secteur. C'est pas son secteur. Donc, l'initiative ici émane strictement du ministère sectoriel qui est le ministre de l'économie. Maintenant, au niveau de la mise en application, je vous rappelle ici, et ça c'est la vraie information, c'est comme ça que je vous disais d'entrée, si la communication ou l'information disait que les gouvernements de la République, ça aurait été juste et logique. Okay. Parce que c'est un document, un arrêté interministériel qui a consacré les résultats dont on est en train de donner les prouesses, les mérites au ministre des Finances. C'est un arrêté interministériel qui implique 3 ministères. À la tête, l'économie, ensuite les hydrocarbures et les finances. Mais les finances, pourquoi? Parce que les finances a des organes qui travaillent directement avec le ministère de l'économie et des hydrocarbures, entre autres la DGDA. La DGDA, c'est la police, si vous voulez bien, financière et économique, le long des frontières de la République. Nous ne produisons pas le pétrole dans ces pays, de Cojon Serge. Nous importons les produits pétroliers. Ça voudrait dire ceci, que les importations liées aux produits pétroliers passent par nos frontières. À partir de là, il y a une déclaration qui doit être faite par les sociétés qui sont propriétaires de ces produits. Ils déclarent au niveau des frontières que, voilà, moi, société X ou Y, j'ai importé X quantité de tels produits qui rentrent en RDC. Vous comprenez? Et donc, à partir de ces moments-là, la DGDA sait que, au moment opportun, je devrais regarder les calculs, la structure des prix qui est définie par le ministère de l'économie. Je dois aller récolter autant en termes de droits fiscaux auprès de cette société-là. Vous voyez le rôle, c'est à ce niveau-là que le ministère des Finances intervient. Parce qu'il y a un organe qui est sous sa tutelle, qui est censé venir, c'est comme un bras séculier, si vous voulez bien, du ministère de l'économie, pour prélever les droits de l'État
liées aux importations des produits pétroliers pour, on va dire, revitaliser les caisses de l'État, les budgets de l'État. Rachel Kitita, c'est pas la moindre des journalistes ici chez nous en RDC, c'est notre consoeur. Elle est presque dans les couloirs du gouvernement. C'est quelqu'un qui est aussi branché à la source. Donc quand il écrit un article comme ça, il a suffisamment les informations. Voilà. Donc là-dessus, on ne peut pas dire que l'information donnée par Rachel Kitita n'est pas avérée, d'autant plus qu'il parle de l'impulsion qui vient du ministère des Finances. Ndeko Jean-Serge, des choses pour démontrer que notre Serge Rachel Kitita est dans le faux. D'abord, regardez ce que je viens de vous expliquer ici. Rien que tout Congolais qui réfléchit, qui a la capacité d'analyser et de digérer l'information que je viens de donner, comprend que on ne peut pas écrire un article ou faire une communication, diffuser une information qui attribue les mérites exclusivement au ministre des Finances. Ça, c'est une faute morale. Ça, c'est violer même les principes. Alors, régissent en tout cas les journalismes. D'après vous, la politique des recettes ne manque pas du ministère des Finances. Lui, il ne fait que gérer. Il gère les recettes mobilisées par l'État. Est-ce que, attendez, les ministères des Finances, quels sont les organes rattachés au ministère des Finances? On parle de la DGD, la DGI. Est-ce que la DGI produit des recettes? Non, non. Elle va collecter des impôts. Mais des impôts générés par quelle activité? Des activités économiques. Les activités économiques ne sont pas sous la tutelle du ministère des Finances. Non. Ce sont des activités qui sont sous la tutelle du ministère de l'économie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Ndeko Jean-Serge. Allez aujourd'hui sur les plateformes du ministère des Finances. Le ministère des Finances lui-même a communiqué officiellement. Il corrobore ce que je suis en train de vous expliquer ici. Que ce n'est pas Maître qui le revient à lui tout seul. Il dit clairement que des réformes ont été. Je pense que vous avez des éléments ici. Vous pouvez James, les diffuser pour James, nos amis. il y a une possibilité d'intervertir. Donc, mettez-nous les communiqués. Mettez-nous les communiqués du ministère des Finances. Voilà, les communiqués qui est là. Les communiqués disent clairement. Permettez, j'ai dit. Dans le communiqué officiel, il est écrit bilan de la réforme sur la dépense fiscale pétrolière menée par le gouvernement, entre parenthèses, ministère des Finances, des hydrocarbures et de l'économie nationale. Bon, on ne va pas dans les détails, du moins on prend les titres. Voilà, rien que les titres annonce clairement que notre sœur Rachel est dans les faux. Et ça, c'est un communiqué du ministère des Finances. C'est un communiqué officiel. Du ministère des Finances. Signé, regardez qui a signé. Montrez-nous, parti où va signer. C'est le directeur des cabinets du ministère des Finances qui a signé ces communiqués. Alors, permettez-moi, je suis un peu perdu. James, c'est bon. On va prendre l'autre élément. Je suis un peu perdu. Les communiqués viennent avant l'article de Rachel ou les communiqués viennent après l'article de Rachel? Honnêtement, je n'ai pas vérifié, mais ces communiqués, j'en ai pris connaissance ce matin. L'information de Rachel, nous l'avons tous vu tard dans la soirée d'hier, mais ces communiqués, moi je le vis ce matin. Je n'ai pas eu en tout cas les réflexes de regarder à quelle heure il a été publié. Mais deux choses sont vraies, c'est que ces communiqués sont authentiques parce qu'ils portent la signature et les en-têtes du ministère des Finances. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que ces communiqués est publié sur les plateformes officielles du ministère des Finances.
Donc personne ici ne peut venir remettre en question on va dire, les caractères officiels et légaux de ces communiqués. Maintenant, dites-moi par rapport à ça, en quoi l'information de Rachel Kisita est véridique? Regardez ce que je vous ai expliqué et ce que ces communiqués vous expliquent. De quoi j'en sais rien. Le problème dans ce pays, c'est que peut-être à coup d'argent, on corrompt des valeurs qui doivent en tout cas animer l'action du journaliste qui est garanti, qui est cristallisé par des principes clairs et reconnus. Comme ce que je vous ai spécifié tantôt, la vérification et s'assurer que l'information est bonne et est fidèlement communiquée sans qu'elle soit déformée. Ici, nous sommes au niveau de la déformation de cette information. Nous devons rétablir la vérité. La vérité est que la paternité en réalité de ces prouesses revient au ministère de l'économie pour la simple et bonne raison. La structure des prix qui occasionne ces résultats extraordinaires émane de l'initiative du ministère de l'économie. J'aimerais, avant que vous puissiez évoluer, puisque vous parlez de la paternité qui revient au ministère de l'économie et même la structure des prix, il y a un élément. On va essayer de faire la jonction entre votre passage ici l'année passée et cette année pour essayer un peu d'éclairer l'opinion qui est en train de nous suivre. Donc on prend cet élément du côté de la régie et on va revenir. Merci pour votre question. Je pense que l'entrée du jeu il est très important d'aider les gens à comprendre d'abord les contextes qui a fait qu'aujourd'hui nous ayons à la tête du ministère de l'économie, c'est monsieur. Cet éminent professeur d'université, économiste et renommé international, qui a fait ses preuves tant au niveau national qu'au niveau international. Je ne vais pas ici commencer à brosser son CV, parce que les personnes averties, en tout cas les guides congolais, savent pertinemment de qui il s'agit. Il faut dire que son avènement à la tête du ministère de l'économie d'abord est une conséquence d'un résultat des élections. Comprenez que nous sommes sortis d'une période électorale. Le président de la République s'est fait élire de manière écrasante, vraiment écrasante. Et cela a été aussi dit au fait qu'il a fait une promesse ou des promesses à la population congolaise. Et cette promesse, ou ces promesses étaient caractérisées par ce qu'on a appelé les 6 engagements. Les 6 engagements, entre autres, comprenez un engagement très important, c'est lui de redonner les pouvoirs d'achat au Congo. Et c'est par rapport à cet engagement-là, qui est un engagement en réalité, qui devrait se concrétiser à travers la politique ou la vision économique qu'il devait être mise en place. Donc le président a eu les réflexes, et le bon réflexe de faire les choix, de mettre à la tête de ces ministères cet éminent professeur. Maintenant, comme je l'ai dit, une fois qu'il est arrivé à la tête de ces ministères, il garde son expérience, son expertise. Vous savez, ce genre de personnes ne travaillent pas n'importe comment. Ce sont des gens de personnes qui ont toujours une vision, ils savent ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont compris les problèmes. Et ensuite, ils ont une certaine méthodologie, une approche méthodologique qui leur permet en tout cas de bien accomplir ou de bien appliquer leur vision. La vision, en tout cas, du professeur Boukou Samba, qui fait plein de l'économie, son excellence, et on peut dire articuler sur 3 points essentiels. Le premier point, il s'agit de la lutte contre la vie chère. Le deuxième point, c'est en rapport avec les redressements du secteur productif. Et puis enfin, c'est la formalisation de l'économie. Donc en gros, effectivement, subventionner la consommation. Ok. Alors que ça ne devait pas être le cas. Alors, lorsque le BPM arrive après analyse en bon économiste et expert, il s'est dit non, il faut arrêter cette hémorragie ici parce que ça faisait saigner des millions de dollars à l'État.
Ok. Il prend des mesures. Il rassemble tous ces corps-là avec des experts, tous les acteurs des secteurs, il les confronte. Il démontre par noir sur blanc que nous devons distinguer la consommation domestique, la consommation de société. Et que l'État a les droits, a les devoirs que de payer la consommation domestique. Et c'est justement toutes ces mesures-là qui ont conduit, dans un premier temps, à la baisse du prix du carburant. Déjà en 2024, octobre, vous allez constater que nous sommes partis de 3300, 3200 à 2800, 2900. Ensuite, aujourd'hui, nous avons une nouvelle structure des prix dans la partie sud-est. Et cette nouvelle structure des prix, beaucoup de gens se demandent mais pourquoi il a beaucoup plus intervenu là-bas pour la nouvelle structure des prix que dans d'autres parties. Mais c'est justement pour arrêter cette hémorragie-là qui consacrait les paiements des subventions de l'État liées à la consommation de sociétés minières. Et il soutient l'argent à l'État. Donc, si le président de la République, pour la première fois dans ce pays, a adressé une correspondance via son directeur de cabinet pour remercier le gouvernement de l'économie, c'est parce qu'il a réussi à arrêter cette hémorragie. Et qui fait économiser à l'État aujourd'hui plus ou moins 251 millions de dollars par an. Monsieur Narcisse, vous nous avez amené ces documents pour qu'on puisse illustrer que les téléspectateurs qui suivent, qu'ils arrivent à comprendre si aujourd'hui on peut parler des recettes dans le secteur pétrolier et qu'on a essayé de boucher le fuite des recettes dans ce secteur-là, c'est grâce au VPM de l'économie. Et aujourd'hui, la paternité, selon Rachel Kitita, revient au ministère des Finances. Donc, en quelque sorte, moi je veux que le téléspectateur sache qui dit vrai, qui dit faux. Donc, vous étiez passé ici, vous avez dit que le chef de l'État a adressé une correspondance. Or, la paternité ne revenait pas au VPM de l'économie, ça revenait au ministère des Finances. Jean-Serge, merci d'abord pour avoir réuni cet élément qui, je pense, a été tourné autour du mois de juillet. Justement, la période qui a consacré l'avènement de la nouvelle structure des prix des produits pétroliers dans la zone sud-est. Laissez-moi vous dire que la paternité, je le répète encore ici, je le répète, cette paternité est bel et bien celle du ministère de l'économie nationale, entre autres chapeauté par les VPM de l'économie, Daniel Nkoko Sam. Ça, c'est clair comme l'eau de la roche. Maintenant, laissez-moi expliquer aux gens pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui a conduit à ces résultats qui aujourd'hui fait que certains voudraient s'en attribuer les mérites. Je vous ai dit ici que la responsabilité du ministère de l'économie, entre autres, est celle de réguler les marchés à travers la gestion des prix des produits. Puisqu'on parle des secteurs pétroliers, à cette époque-là, durant les mois de juillet, il s'est tenu justement des sessions de travail du comité qui gère en tout cas la question liée au prix des produits pétroliers, lesquels comités figurent les membres de la présidence, de la primature, de ministres sectoriels, entre autres l'économie, les hydrocarbures, les finances et les sociétés pétrolières, ensemble, sous l'impulsion du ministère de l'économie, ont statué et se sont mis d'accord sur la nouvelle structure des prix. Mais cette nouvelle structure des prix venait résoudre quel problème, Jean-Serge? Pour que les gens comprennent très bien. Cette nouvelle structure des prix est venue résoudre deux problèmes. Le premier problème était celui d'épargner à l'État de continuer à payer des pertes et manques à gagner issus de la consommation domestique, mais qui profitaient
au lieu que ça puisse profiter aux ayants droit naturels qui est la population congolaise, mais profiter aux sociétés minières. Il fallait à tout prix arrêter cette hémorragie qui faisait perdre à l'État des millions et des millions de dollars, plus ou moins autour de 50 à 80 millions de dollars chaque année, à titre de paiement des pertes et manques à gagner. Ça, c'est la première des choses. Mais pour ça, il fallait créer une démarcation nette entre la consommation domestique et la consommation des sociétés minières. Ça, c'était un objectif qui a été atteint grâce à cette nouvelle structure des prix. Donc aujourd'hui, Jean-Serge, les sociétés minières payent les prix réels des carburants à la pompe. Et donc, ça voudrait dire, ça pour conséquence, pour l'État, à travers la DGDA, d'aller prélever les droits fiscaux au titre des produits consommés par les sociétés minières à travers l'importation des produits pétroliers dans notre pays. Parce que ce que les gens doivent aussi comprendre, c'est que la consommation mensuelle en carburant dans notre pays équivaut autour de 500 000 mètres cubes. Et 75% de cette consommation est enregistrée dans la partie sud-est. D'où stratégiquement l'urgence pour les ministères de l'économie d'aller mettre en place une nouvelle structure des prix pour créer cette démarcation et épargner à l'État. Faire économiser à l'État des millions de dollars qu'il dépensait chaque année au profit des sociétés pétrolières, mais pour une consommation qui n'était pas liée à la population, mais plutôt une grande partie à la consommation des sociétés minières. C'est ça la vérité de Jean-Serge. Et donc, le fait que la DGDA prélève maintenant les droits de prélever des droits fiscaux sur la consommation des sociétés minières, ce qui fait exploser les recettes de l'État qui, jadis, au mois de juillet, avant la mise en place de cette nouvelle structure des prix, tournait autour de 4 milliards le mois, qui aujourd'hui, comme les communiqués du ministère des Finances les soulignent pertinemment, passe de 4 milliards à près de 79-80 milliards de francs congolais les mois. Donc on est autour de plus ou moins 35 à 40 millions de dollars. Contre quoi? Contre plus ou moins des millions de dollars les mois. Cet exploit n'émane pas du ministère des Finances. Ça émane justement de la conséquence, les résultats de la mise en place de la nouvelle structure des prix qui apporte ces résultats sur le marché. Nous vous suivons très bien. Il n'y a pas si longtemps, même dans les réseaux sociaux, même dans des médias classiques, nous suivons tous, journalistes aussi étant, les exploits ou les prouesses du ministère des Finances. Le ministère des Finances a ramené le paiement des agents. C'est plus le 30, c'est plus le 1er, c'est plus le D, c'est maintenant le 28 de chaque mois. Les gens sont payés. Le ministère des Finances a promis à la population que tout agent sera payé avant la fin de l'année. Donc il va fêter avec son argent. Chose faite. Il y a de ceux-là qui ont touché, quand bien même il y a certains fonctionnaires qui n'ont pas touché et qui ont touché après. On constate quand même que le ministre des Finances actuel est en train de travailler. Donc rien ne lui empêcherait d'impulser le secteur de l'économie, le secteur des hydrocarbures et tant d'autres secteurs pour générer des recettes. Et c'est comme ça qu'il peut se taper, ou alors Rachel peut dire que non, la paternité de ces exploits revient au ministère de l'économie. Parce qu'on constate aussi que ce ministre est vraiment quelqu'un qui travaille sur le terrain. Moi, je ne suis pas en train ici de remettre en question tout le travail qui est en train d'être mené de manière objective et qui apporte des résultats concrets et vrais, vérifiables au sein du ministère des Finances. Là n'est pas le débat, Jean-Serge. Personne ici n'est en train de remettre en question toutes les prouesses qui sont enregistrées au sein du ministère des Finances, conduit par le ministre actuel, Lufamba. Moi, je ne suis pas là.
Moi, je suis en train de contester une information qui est fausse. Je ne dis pas que c'est le ministère des Finances qui l'a dit. Parce que les communiqués que nous avons regardés ici, que les téléspectateurs ont aussi regardés, n'attribuent pas au ministère des Finances, en tout cas la revendication de la paternité de cette prouesse. Ce communiqué est clair, il est cash, il identifie les acteurs. J'aurais aimé que Rachel, ça aurait été compréhensible qu'elle parle d'un mérite du gouvernement. Et qui se limite là. Qu'elle se limite là. Mais aller jusqu'à dire les ministres des Finances. James, mettez-nous la photo, oui. Ça c'est grave. Venant d'une journaliste réputée et qui est crédible comme Rachel. Parce qu'à la fin, il souligne très bien des 4 milliards à 79 milliards de francs congolais par mois, la réforme pétrolière qui change la donne sous Doudou Fouama. Donc il attribue la paternité au ministre Doudou Fouama. James, mettez-nous le communiqué. Mettez-nous le communiqué. Le communiqué dit ceci. La première page, oui. Ok, mettez-nous ça. Voilà. Bilan de la réforme sur la dépense fiscale pétrolière menée par le gouvernement. Et là, entre guillemets, le ministère des Finances cite 3 ministères qui ont travaillé pour que nous ayons ces réformes-là. Et du coup, Rachel Kitita tombe par rapport à ce qu'il attribue au ministre de Doudou Fouama. J'aimerais d'ailleurs que vous lisiez aussi les premiers paragraphes de ces communiqués. Remettez-nous le premier paragraphe. Remettez-le, voilà. La dépense, essayez d'agrandir. La dépense fiscale pétrolière avait atteint des niveaux importants, se situant à 1,6 milliard de dollars en 2022 et 1,1 milliard de dollars en 2023, représentant en moyenne 15% de recettes courantes mobilisées en 2022 et en 2023. Face à cette situation, les gouvernements, à travers le ministère de l'économie nationale, des finances et des hydrocarbures, avaient lancé en 2024 la réforme sur la rationalisation de cette dépense. On peut se limiter là. On peut se limiter là. Ok, merci James. Vous voyez même la chrono. Pourquoi on cite l'économie d'abord? Parce que c'est les ministères patrons de ces secteurs, de cette question. Voyez-vous? Et comme je vous ai dit, les finances jouent un rôle. Mais le rôle du ministère des Finances se situe au niveau de la collecte des recettes mobilisées dans le cadre de cette réforme à travers la DGDA. Donc le ministère de l'économie apporte les réformes. Voilà, les réformes sont arrivées par le ministère de l'économie dans le secteur des hydrocarbures. Les secteurs pétroliers qui dépendent entre autres du ministère de l'économie en matière de la régulation du marché, et du ministère des hydrocarbures en matière d'exploitation des produits pétroliers. On parle ici des gaz et les pétroles. Donc le ministre des hydrocarbures a pour rôle, responsabilité de s'assurer que l'exploitation du pétrole, du gaz dans notre pays s'est fait de manière conforme selon la vision et la stratégie étatique. Et le ministère des Finances ne viendra que pour récolter les fruits en amont de la surveillance de la mise en application de la vision en termes d'exploitation des produits pétroliers par les hydrocarbures et de la régulation du marché qui est administrée par le ministère de l'économie à travers la fixation des prix, la fixation des taxes
que les ministères des Finances viennent maintenant prélever ce que génèrent toutes ces mesures-là. C'est cela la vérité. Et par là, vous trouvez que la publication, l'article de Rachel est sorti de son contexte. Mais limite, comme on l'a dit ici, Jean-Serge, si ces mérites étaient attribués au gouvernement, ça passe. Il n'y aurait pas de scandale. Il n'y aurait pas d'inintention malhonnête. Mais quand on attribue ce mérite à un ministère, à un ministre, ça, il y a bel et bien une intention d'attribuer la paternité de ce mérite à un seul individu. Et ce n'est pas juste, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Voilà, James, mettez-nous notre thématique du jour. Donc, on est face à un média où on essaie de tripoter les choses en faveur d'une personne, alors que la personne seule ne mérite pas le mérite que tous les autres travaillent, d'un travail en équipe, alors qu'on veut amener ce travail à la tête d'une seule personne. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Parce que, analysons les choses de manière objective, connaissant la qualité, la crédibilité de cette journaliste, Rachel Kissita, c'est quand même une faute grave, venant d'elle, de porter à la place publique une information qui n'est pas vraie. Donc ça veut sous-entendre, en d'autres termes, qu'elle n'a pas vérifié la source de cette information. Elle devrait le faire, sinon elle aurait su que cette information ne devrait pas être orientée dans le sens qu'elle a donné à cette information. Ça peut aussi, bon, puisqu'il y a, et comme j'ai suivi aussi dans des médias et même dans les réseaux sociaux, comme il y a remaniement qui se pointe déjà à l'horizon, et même quand vous essayez de suivre dans les comptes de Rachel, les commentaires des gens qui commentent, il y a plusieurs qui reviennent sur le remaniement qui se pointe à l'horizon. Alors pour essayer de donner du crédit à tel ou tel autre ministre, maintenant il faut lancer les journalistes sur le terrain, ils écrivent dans le sens de vanter le ministre pour qu'on ne puisse pas le remanier, qu'il soit toujours là. C'est cela que j'ai vu comme commentaire dans le même compte de Rachel Kissita. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui disent, mais même si on mobilisait ces recettes-là, même si le ministre arrivait à mobiliser ces recettes-là, la population, est-ce qu'elle aura accès à ces réformes? Écoutez, Jean-Serge, moi je ne suis pas contre que quelqu'un mène une campagne pour se mettre en avant. C'est tout à fait normal. On ne va pas interdire à un ministre ou à une autorité de faire la com de ce qui est fait à son niveau. Je souligne, dans le cadre de ses prérogatives, ce n'est pas un péché, c'est d'ailleurs encourageable. C'est encourageant de le faire, il faut qu'il le fasse. Mais ce que nous condamnons, c'est qu'il y ait des campagnes, des positionnements ou des séductions, mais qui émanent des résultats qui ne sont pas les fruits des efforts menés dans les cadres des prérogatives de ces ministères. Ça, nous les condamnons. Nous les condamnons. Si une autorité décidée, puisqu'il y a ces rumeurs de remaniement, de lancer une campagne de positionnement pour séduire l'opinion publique, pour que cette opinion plaide sa reconduction au sein du gouvernement auprès du chef de l'État, ce n'est pas un péché, mais qu'il le fasse de manière correcte. Si ce qui est en train d'être fait au niveau, à travers cette information, communication de Rachel Kissita, rentre dans les cadres de ce que vous dites ou ce que nous pouvons analyser par rapport aux pratiques qui se fait généralement, ça on les condamne. Ça on les condamne. Qui les fasse, vous l'avez dit, qu'il y a des choses qui ont été bien faites, qui rentrent dans les cadres de son bilan, mais qu'il fasse une campagne pour mettre en avant ces actions-là, pour que l'opinion plaide sa cause, ou la cause de toute autre autorité qui emprunterait en tout cas cette voie-là auprès du chef d'État, pour que lorsqu'il y aura remaniement, qu'il soit reconduit au sein du gouvernement, tout simplement.
Alors, prochainement, je ne sais pas si vous allez revenir sur ce sujet, mais aidez-nous. Est-ce qu'on peut avoir la lettre où le chef de l'État reconnaît et plébiscite les efforts du ministre de l'économie dans le secteur pétrolier? Volontiers, je vais m'y investir pour vous chercher, en tout cas vous trouver cette correspondance qui doit dater, je crois, de la deuxième trimestre de l'année 2025. Je vais essayer de la trouver et vous la faire parvenir. J'espère que ça va vous aider parce que les chefs de l'État n'est pas n'importe qui. Le chef de l'État, c'est lui qui définit la vision du pays. Et en fonction de ça, il se décide de se choisir des collaborateurs qui ont des compétences, qui ont les capacités de pouvoir implémenter sa vision dans chaque secteur. Et donc, les chefs de l'État ayant choisi le VPM de l'économie pour gérer les ministères de l'économie, pour gérer les questions des politiques économiques du pays au regard de la vision du chef de l'État, ne s'est pas trompé. Et donc, quand il décide, après une année et quelques mois de travail, de féliciter de manière officielle, il aurait pu le faire par téléphone. Qu'est-ce qui lui aurait empêché de le faire? Il a les numéros du VPM. Il aurait pu l'appeler. Écoute, VPM, félicitations par rapport au travail que vous avez abattu. Nous avons vu les fruits, les résultats de ce que vous avez fait. Mais il a décidé de le faire de manière officielle, en donnant l'injonction à son DIRCAP de rédiger une correspondance s'adressant au VPM de l'économie pour les féliciter. Ce monsieur, le VPM de l'économie, a fait économiser au pays près de 250 millions de dollars l'an passé. Et nous sommes dans les mêmes proportions pour cette année, au titre des pertes et manques à gagner que l'État paye encore aux sociétés pétrolières. Mais qu'avant, c'était des millions et des millions. On frôlait, je l'ai dit tantôt ici, la bagatelle somme de 250 à 280 millions de dollars là. Alors qu'aujourd'hui, depuis l'année passée, grâce au VPM de l'économie, nous tournons autour de 30 millions en moyenne de paiements annuels au titre des paiements des pertes et manques à gagner des sociétés pétrolières liées à la consommation domestique du carburant à la pompe. Et donc, cela démontre clairement que les mérites reviennent à qui des droits. Et ce mérite revient effectivement au ministre de l'économie, mais pas qu'à lui, à l'ensemble du ministère, parce que le ministre ne travaille pas tout seul. Il y a des conseillers, il y a des chargés d'études, il y a des gens qui travaillent matin, midi, soir pour que les pays enregistrent à ces gens des résultats. Il ne faudrait pas leur voler les mérites. Narcisse, on va bientôt se séparer avec vous. Est-ce que c'est pas aussi cette politique du VPM de l'économie qui peut-être que si lui seul sort dans le média, il communique, mais qu'il n'arrive pas à travailler avec une équipe de communication cohérente, active sur le terrain pour faire valoir ses prouesses à l'opinion. Sinon, les autres qui sont très actifs, qui ont une politique de communication, alors à ce moment-là, ils ont cette possibilité de voler les prouesses des autres et le faire valoir à eux pour que l'opinion arrive à comprendre qu'effectivement, ces efforts reviennent et même la paternité revient au ministère des Finances. Vous savez, je dirais deux choses par rapport à cette observation que vous faites. La première des choses, c'est que je pense que chaque acteur politique a sa façon de voir les choses, de percevoir et de faire les choses. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir une perception différente de notre. Ça, c'est la première des choses. Et donc, deuxième des choses, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le ministre de l'économie n'est pas expert en communication. Il est expert en économie.
Et les résultats démontrent qu'il est réellement expert en économie parce que les résultats sont probants. On a parlé ici de la lettre du chef de l'État, des remerciements, on a parlé des chiffres. Les résultats sont là. Mais les ministres ont des collaborateurs. Ces collaborateurs doivent aider, notamment la cellule des communications, à pouvoir exploiter, vulgariser les actions qui sont menées dans les cadres du ministère de l'économie, qui rentrent dans les cadres de l'implémentation du vision du chef de l'État dans ces secteurs-là, pour que l'opinion, pour que la population, pour qui ces différentes actions sont menées, ces réformes sont menées, les résultats sont en train d'être identifiés, connaissent, sachent ce qui se fait concrètement, quand, où, comment et pourquoi et pour qui. Je crois que peut-être qu'il y a certaines faiblesses au niveau de la communication, comme qui dirait, quelqu'un m'a dit un jour, si vous communiquez mal ou si vous ne communiquez pas sur vos propres actions, vos propres mérites, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et à sa manière. Et il le fera à sa manière. Et malheur à vous, s'il est votre concurrent, il va le faire de sorte que vous soyez perçus comme, on va dire, les diables et que lui soit perçu comme l'ange. Et donc, si un conseil que je peux donner aux compatriotes qui travaillent avec les ministres de l'économie, c'est de pouvoir mettre en place, en tout cas, une politique de communication, une stratégie de communication qui permette à ce que les actions qui sont entreprises par les VPM, par les ministères de l'économie, soient mises en avant. Il ne faut pas confondre la cible. Nous sommes dans un pays qui est majoritairement dominé par des jeunes. Plus ou moins 70 à 80% de la population congolaise est jeune. Et donc la communication doit aussi être adaptée au comportement, aux attentes, au comportement des consommations des contenus de cette population qui est majoritairement jeune. Et donc, savoir identifier les vrais canaux de communication qui touchent cette population-là, c'est pouvoir mettre en place des contenus qui parlent à cette jeunesse pour que lorsque les concurrents viendront essayer de désinformer, mais que cette population puisse déjà avoir la bonne information pour qu'elle ne soit pas manipulable. C'est ça l'enjeu tout l'enjeu au niveau de la communication. Donc je pense que nos amis qui pourront nous suivre, ils sont compétents pour comprendre peut-être qu'à un certain niveau, ils ont failli et que désormais, ils doivent restructurer les choses de sorte que désormais, qu'ils soient plutôt les gens qui impulsent l'actualité des activités qui sont menées au niveau du ministère plutôt que de réagir peut-être face à des informations fausses qui sont publiées à l'encontre du ministère de l'économie ou qui volent la vedette, les cas échéants, au mérite qui doit revenir de manière logique au ministère de l'économie nationale. Merci. Je crois que c'est votre mot de la fin. Vous voulez encore ajouter quelque chose? Parce que c'est déjà la fin. En tant que mot de la fin, en tout cas, je serai très très bref. Donc, je pourrais tout simplement dire aux gens qui nous suivent aujourd'hui, ne vous laissez pas manipuler, influencer par des informations multiples que nous pouvons voir sur la toile, à la télévision ou ailleurs. Nous avons tous étudié, en tout cas la plupart des gens ont étudié. Moi je me rappelle, Jean-Serge, les cours de logique en 4e année des humanités, on nous parlait d'un principe, les doutes méthodiques. Les doutes méthodiques doivent nous amener à remettre toujours en question les informations qui sont mises à notre disposition par des questions toutes simples. C'est quoi la source? En fonction de ça, allez vérifier l'information. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Avant de relayer ou de donner du crédit à une information. Et donc, je voudrais ici rétablir la vérité en disant ceci. Il faut reconnaître à chaque ministère son travail, son rôle et les mérites des actions ou des résultats que des actions menées
dans son département, apporte au pays. Ici, nous disons que la paternité de ces prouesses revient au ministère de l'économie nationale à travers la réforme qui a amené la nouvelle structure des prix. Mais aussi, il faut reconnaître que les ministères des Finances appuient les ministères de l'économie en allant collecter les recettes qui ont été mobilisées grâce à cette réforme, entre autres la DGDA, mais aussi les ministères des hydrocarbures qui jouent les rôles de surveillants de la manière dont les produits pétroliers sont exploités en RDC. Ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup à vous, Narcisse, pour cette intervention dans notre plateau de Tolinga Congo qui nous diffusons certains étés à la chaîne Rupture Télévision et SM Télévision. Nous vous disons un grand merci pour ce passage. Nous espérons vous revoir ou recevoir pour un autre numéro, soit avec le même sujet ou peut-être on peut aller parler de notre sujet d'actualité. La porte est grandement ouverte pour vous. Merci beaucoup, Jean-Serge. Merci. On se retrouve avec vous pour un autre numéro. Demain, même heure, même chaîne, pour un autre numéro, un autre thème, un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur vos antennes. Merci.